Cette classe virtuelle a été enregistrée pour former à distance les évaluateurs sur l'action clé 107 Mobilité internationale de crédit. En tant qu'évaluateur, l'appropriation du contenu de la classe virtuelle est un prérequis pour analyser les cas tests que vous allez recevoir et pour participer à la journée de briefing à Bordeaux. Nous allons aborder les points suivants au cours de la classe virtuelle. L'objectif principal est de vous faire connaître l'action Mobilité internationale de crédit, les modalités d'évaluation, de sélection des candidatures, ainsi que les activités éligibles finançables. Les données chiffrées sur le dépôt de candidature seront présentées lors de la journée de briefing. Les objectifs généraux de la mobilité internationale de crédit ont les mêmes fondements que ceux relatifs à l'action mobilité intra-européenne. Il s'agit de soutenir l'internationalisation des établissements de l'enseignement supérieur, de favoriser l'attractivité de l'enseignement supérieur européen, de promouvoir la coopération avec les pays partenaires en lien avec la politique extérieure, d'accroître les connaissances et compétences des étudiants et augmenter l'employabilité et les perspectives professionnelles des participants. Il est important de garder à l'esprit que les candidatures que vous évaluez portent exclusivement sur des activités de mobilité. Le budget dédié à la mobilité internationale de crédit est réparti en 12 enveloppes budgétaires couvrant distinctement chaque région du monde. Par conséquent, la fongibilité entre régions n'est pas possible. À titre d'information, le budget 2020 sera globalement similaire au budget de l'appel précédent. Pour rappel, le budget global attribué en 2019 à la France s'élevait à 20,7 millions d'euros et pour un comparatif, l'action de mobilité intra-européenne dispose d'un budget de 100,9 millions d'euros. Concernant les modalités de dépôt, les établissements peuvent déposer une candidature à titre individuel ou en consortium. Ils peuvent choisir la durée de leur projet et commenceront les activités au 1er août 2020. En tant qu'évaluateur, vous êtes l'acteur principal de cette session d'évaluation. Dans le cadre de cette mission, vous serez accompagné par plusieurs interlocuteurs. Nora Tagri est votre référente administrative. Elle s'occupe de votre contrat de mission et de vos déplacements. Veuillez noter l'adresse mail générique à utiliser pour prendre contact avec elle. Votre expert référent constitue le contact à privilégier pour toutes vos questions rencontrées sur l'évaluation des dossiers. Depuis 3 ans, l'agence fait appel à des évaluateurs expérimentés pour vous accompagner et pour vous conseiller. Ils seront présents à la journée de briefing et un temps sera dédié à leur présentation. La session d'évaluation est composée de 2 phases. Une période au cours de laquelle vous allez analyser de façon individuelle les dossiers et une période au cours de laquelle vous allez reprendre vos commentaires pour l'ensemble des dossiers avec un autre évaluateur en binôme. Il vous conviendra de décider ensemble des modalités de coopération. Vous remarquerez que l'équipe de l'agence est quant à elle en contact régulier avec les experts référents, s'occupe de la bonne organisation de la session d'évaluation et assure l'avancée des évaluations durant tout le processus. Passons à présent à la partie évaluation des candidatures. Les missions attachées à votre fonction d'évaluation engagent l'agence et la Commission européenne. C'est pourquoi il demeure important de respecter les engagements suivants. Respecter un devoir de réserve et de confidentialité des résultats avant leur publication, vous approprier la grille d'évaluation, suivre les consignes, conseils de l'expert référent, respecter la déclaration de non-conflit d'intérêts. En cas de doute, en informer l'agence dans les meilleurs délais. Comme vu précédemment, votre mission est d'évaluer à titre individuel les candidatures qui vous sont attribuées, puis de confronter vos notes et observations avec votre binôme. Il est donc primordial d'effectuer en amont une évaluation individuelle de qualité. La note et l'argumentaire consolidé sont pris en compte pour la sélection des dossiers. Les candidatures reflètent la stratégie des candidats et peuvent concerner plusieurs pays partenaires.
Chaque pays partenaire constitue un projet qui doit être évalué séparément selon 4 critères définis par le programme et notés sur 100. Nous y revenons en détail juste après. Si à la lecture de la candidature vous détectez qu'une activité pour laquelle un financement demandé n'est pas éligible, alertez au plus vite votre expert référent. Ce dernier en informera à son tour l'agence nationale. Il est important que cette alerte soit faite avant la consolidation pour que le cas puisse être présenté à un comité d'éligibilité avant l'attribution de la note finale. En effet, l'évaluation consolidée valide l'éligibilité des activités demandées. La note seuil étant fixée à 60 sur 100, seuls les projets considérés comme étant de qualité pourront éventuellement obtenir un financement. Les critères d'évaluation du guide du programme sont détaillés dans le guide des évaluateurs publié par la Commission européenne. Il liste de manière exhaustive les attendus de la candidature. Par conséquent, les éléments ne figurant pas dans cette liste ne peuvent pas entrer en compte dans l'attribution de votre note. Le premier critère, noté sur 30, concerne la pertinence de la stratégie. Une note inférieure à la moyenne sur ce critère est éliminatoire. L'évaluation de tous les critères reste cependant obligatoire. Vous devez évaluer ici la cohérence entre les mobilités demandées et les stratégies internationales des partenaires au projet, tant celles de l'organisme français que celles du partenaire. Les mobilités choisies doivent également être justifiées au regard des stratégies exposées. Le deuxième critère, noté sur 30, concerne la qualité des accords de coopération. Vous devez évaluer la solidité du partenariat. Si un partenariat précédent peut être considéré comme un avantage, un projet solide basé sur une coopération qui débute ne doit pas être pour autant pénalisé. Il s'agit d'évaluer ici également la répartition des rôles et responsabilités de chacun. Ces éléments devront notamment être repris dans l'accord interinstitutionnel que les organismes français doivent signer avec les partenaires. Dans le cadre de mobilité de stage ou de mobilité de formation, ces accords ne sont pas obligatoires. Le troisième critère, noté sur 20, concerne la qualité de la conception et mise en œuvre du projet. Vous devez évaluer les procédures de sélection, de soutien des participants, ainsi que la reconnaissance des mobilités, autant pour les étudiants que pour le personnel. Et enfin, le quatrième critère, noté sur 20, concerne l'impact et la dissémination. Vous devez évaluer le potentiel d'impact du projet de mobilité à différents niveaux, la diffusion du bilan des mobilités, le suivi et l'évaluation de ses résultats. Nous attirons votre attention sur la nécessité de prendre en compte le type et nombre de mobilités demandées pour évaluer l'ensemble de ces critères et plus particulièrement sur l'impact et la dissémination. Voici quelques consignes avant d'entreprendre vos évaluations. Vous devez lire toutes vos candidatures pour avoir une vision d'ensemble des dossiers. Les candidatures doivent être lues dans leur totalité, annexes comprises pour permettre l'évaluation des différents critères. Nous vous rappelons que l'ensemble des critères doivent être évalués même en cas de note éliminatoire. En effet, votre évaluation servira de support au candidat pour un nouveau dépôt. Tout au long de l'évaluation, vous devez garder à l'esprit le principe de proportionnalité. Toute évaluation doit être réalisée en tenant compte du profil et de la taille des organismes impliqués. La Commission vous demande d'être bienveillant envers les projets portant sur l'inclusion et les besoins spécifiques. Vous devez vous assurer de la cohérence entre vos notes et vos commentaires. Pour rappel, votre évaluation consolidée sera communiquée aux candidats. Et enfin, comme dit précédemment, il est important de contacter l'expert référent pour toute question ou activité inéligible. Passons à présent au point de vigilance. Vous ne devez prendre en compte que les éléments indiqués dans la candidature. Vous ne devez pas chercher des informations en dehors de la candidature, ni même contacter directement les candidats. Nous vous demandons de ne pas formuler de questions dans les commentaires, ni d'émettre de jugement de valeur. Pour finir, vous ne pouvez pas utiliser de décimales dans les évaluations individuelles, mais vous pouvez en utiliser lors de la consolidation afin de mieux départager les candidats. Nous vous proposons de lever le voile sur les différents acronymes utilisés dans les candidatures. Concernant la mobilité des étudiants, 2 acronymes sont utilisés. SMS pour la mobilité d'études ou la mobilité combinée. La mobilité combinée est une mobilité d'études comprenant une période de stage. Et SMP pour la mobilité de stage. Pour la mobilité du personnel, 2 acronymes sont également utilisés. STA pour la mobilité d'enseignement
ou mobilité combinée. La mobilité combinée est une mobilité d'enseignement comprenant une période de formation. Et STT pour la mobilité de formation. Passons à présent aux activités éligibles des étudiants. Pour la mobilité d'études, le départ en mobilité est possible à partir de la deuxième année d'études supérieures. La durée éligible est de minimum 3 mois jusqu'à 12 mois maximum par cycle d'études. Une exception existe néanmoins pour les étudiants issus de cycles uniques qui peuvent participer jusqu'à 24 mois maximum. Pour la mobilité de stage, le départ en mobilité est possible dès la première année d'études. La durée éligible est de minimum 2 mois jusqu'à 12 mois maximum. Le stage peut se faire dans tout organisme actif sur le marché du travail ou dans le secteur de l'éducation, la formation et la jeunesse. Vous devez être particulièrement vigilant sur les restrictions appliquées. Cela concerne les instruments financiers ICD, instruments de coopération au développement, et ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, où seul le niveau doctorat est éligible pour la mobilité sortante. Il n'y a pas de restriction pour la mobilité entrante. Attention, les îles Féroé et la Suisse ne sont plus éligibles pour l'action MIC Convention 2020. Attention également, nous vous alertons sur le financement partiel. Ce dernier n'est pas éligible dans le cadre de la MIC. Pour vous aider, nous avons pris quelques exemples de mobilité étudiante. Vous devez déterminer si l'activité est éligible ou non éligible. Pour cela, munissez-vous de la fiche budget pour répondre aux différentes questions. Premier cas. Il se passe dans le cadre de l'instrument financier ICD Asie. Une mobilité d'études sortante d'un étudiant en master pour 6 mois de la France vers la Thaïlande est-elle éligible au programme? Deuxième cas. Une mobilité de stage sortante d'une étudiante en licence pour une durée de 4 mois de la France vers la Chine est-elle éligible au programme? Pour le premier cas, la réponse est non. La Thaïlande étant un pays de l'instrument financier ICD Asie, seules les mobilités sortantes doctorales sont éligibles. Pour le deuxième cas, la réponse est encore une fois non. La Chine, comme la Thaïlande, étant des pays appartenant à la région 6, seules les mobilités sortantes doctorales sont éligibles. Dans le cadre de l'instrument financier IPA, avec un partenaire albanais. Premier cas. Est-ce qu'une mobilité étudiante entrante de stage pour une durée de 3 mois est éligible avec ce partenaire? Deuxième cas. Une mobilité d'études sortante de master pour une durée de 5 mois est-elle éligible vers un partenaire albanais? Pour le premier cas, la réponse est oui. Les mobilités de stage sont éligibles sur l'action AC107. Pour le deuxième cas, la réponse est également oui. Il n'existe pas de restriction de niveau pour la région 1. La durée minimum éligible de 3 mois pour une mobilité d'études est par ailleurs respectée. Enfin, un troisième exemple qui concerne l'instrument financier IEV Pays du Sud. Une mobilité étudiante sortante de deuxième cycle, en master, vers un campus délocalisé est-elle éligible? La réponse est non. Les campus délocalisés ne sont pas considérés comme des partenaires. Les mobilités vers un campus délocalisé sont donc inéligibles. Passons à présent aux activités éligibles du personnel. Les mobilités de formation soutiennent le développement professionnel du personnel, enseignant ou non enseignant, des établissements d'enseignement supérieur sous la forme d'activités de formation, à l'exception des conférences, des colloques ou à toute forme de manifestation ouverte au public. Les mobilités de formation sont éligibles pour les périodes de formation ou d'observation en situation de travail. Si les mobilités entrantes peuvent avoir lieu dans tout organisme pertinent, par exemple un centre de formation linguistique, en entreprise ou collectivité locale, les mobilités sortantes sont éligibles uniquement à destination d'un établissement d'enseignement supérieur partenaire. Les mobilités d'enseignement permettent au personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur ou au personnel des entreprises d'enseigner dans un établissement partenaire à l'étranger. Dans le cas d'une mobilité entrante, c'est un personnel enseignant du partenaire
ou un personnel d'entreprise provenant du même pays que le partenaire qui vient donner des cours dans l'établissement français. Elle peut se faire dans le cadre de cours structurés, d'universités d'été ou d'un suivi de thèse avec des cours. La durée minimum d'enseignement est de 8 heures par semaine, sauf pour les personnels invités où aucun minimum d'heures est requis. La durée éligible des mobilités de personnel doit être compris entre 5 et 60 jours. Le premier jour comptabilisé pour un enseignant correspond au premier jour de cours et pour un personnel en formation au premier jour de formation. Pour les mobilités combinées du personnel, la durée minimum d'enseignement est de 4 heures. Un personnel enseignant ou non enseignant peut profiter de son séjour à l'étranger pour consolider les liens avec son partenaire ou en se prospecter de nouveau, mais ses missions annexes doivent rester en marge des activités liées à sa mobilité. Une mobilité de personnel ayant pour unique but une visite de partenaire n'est donc pas éligible. Attention, nous vous alertons sur le financement partiel. Ce dernier n'est pas éligible dans le cadre de la mobilité internationale de crédit. Pour vous aider, voici quelques exemples de mobilité du personnel. Vous devez déterminer si les activités sont éligibles ou non éligibles. Munissez-vous de la fiche budget pour répondre à ces questions. Cas numéro 1. Une mobilité de formation sortante de 10 jours d'un personnel qui va former des homologues dans un établissement d'enseignement supérieur partenaire est-elle éligible? La réponse est non. Dans le cadre d'une mobilité de formation, le personnel doit se former. Dans le cas numéro 2, une mobilité d'enseignement entrante d'un enseignant pour une durée de 8 jours est-elle éligible? La réponse est oui. L'enseignant vient donner des cours aux étudiants de l'établissement d'enseignement supérieur français. Cas numéro 3. Une mobilité de formation entrante de 15 jours d'un enseignant-chercheur au sein du CNRS en convention avec l'université française est-elle éligible? La réponse est oui. La mobilité entrante peut s'effectuer dans un organisme privé ou public. Et enfin, le cas numéro 4, une mobilité de formation sortante de 5 jours dans un centre de langue au Chili est-elle éligible? La réponse est non. La mobilité sortante ne peut s'effectuer qu'au sein d'un établissement d'enseignement supérieur partenaire. Nous vous laissons prendre connaissance des prochaines échéances. Ces dates doivent être inscrites dans votre planning et doivent impérativement être respectées pour le bon déroulement de la session d'évaluation. La sélection des dossiers se fait à l'aide du Comité national d'évaluation. Ce dernier est composé de membres extérieurs à l'agence. Sur la base de vos évaluations consolidées et du budget disponible, l'agence propose différents scénarios budgétaires au Comité national d'évaluation. Il émet un avis en tenant compte des consignes de la Commission européenne. La décision finale est prise par la directrice de l'agence. Pour clôturer ce tutoriel, voici les supports utiles pour vos évaluations. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous le 27 et 28 février pour le briefing qui se déroulera à Bordeaux.